C'est ce que Rick Harrison aurait dit à un producteur après que les caméras eurent cessé de tourner pour ce qui aurait dû être l'un des plus grands épisodes de Pawn Stars jamais diffusés. C'était 2019, et ce qui avait commencé comme une séquence de routine à l'intérieur du Gold et Silver Pawn Shop s'est rapidement transformé en quelque chose à quoi personne dans l'équipe de production n'était préparé. Un coffre-fort rouillé et banal avait été transporté dans l'arrière-boutique acheté pour un peu plus que la valeur de la ferraille dans une vente immobilière à Henderson, au Nevada. À première vue, il s'agissait d'un autre objet oublié, attendant d'être ouvert pour la télévision. Mais ce qui s'est passé ensuite allait discrètement devenir l'une des histoires les plus médiatisées jamais montrées au public. Selon des sources proches de la production, au moment où le coffre-fort a été ouvert, tout a changé. Rick Harrison, qui avait passé des décennies à évaluer calmement des artefacts rares, à négocier des accords à fort enjeu et à naviguer dans des situations imprévisibles, a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant en plus de 500 épisodes. Il s'est figé. Complètement. Les négociations se sont arrêtées, la conversation s'est arrêtée. Le rythme habituel de l'émission, les allers-retours, la curiosité, l'excitation, tout a disparu en un instant. Au lieu de cela, Rick a pris son téléphone et a appelé son avocat avant même que quiconque ait pu comprendre ce qu'il avait sous les yeux. C'était une réaction sans précédent qui a immédiatement signalé que ce qui se trouvait à l'intérieur du coffre-fort n'était pas seulement précieux, c'était quelque chose de tout à fait différent. Les images de ce jour-là n'ont jamais été diffusées, ni remontées, ni retardées. Elles ont été complètement dissimulées. Le contenu du coffre n'a jamais été officiellement révélé, et Rick Harrison, lui-même un homme connu pour parler ouvertement de ses affaires et de ses expériences, aurait refusé d'évoquer l'incident dans toute interview depuis lors. Pour quelqu'un qui a tout manipulé des armes de la guerre d'indépendance aux souvenirs très personnels de célébrités, ce silence en dit plus long que n'importe quelle explication. Il soulève des questions qui persistent. Qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme d'affaires chevronné à abandonner ce que les initiés décrivent comme la trouvaille potentiellement la plus précieuse de l'histoire de la boutique? Pour comprendre cette réaction, pour comprendre pourquoi Rick s'en tient à une ligne aussi dure, il faut remonter au début de son histoire. Bien avant les caméras, bien avant les marchés, il y avait un jeune garçon en Caroline du Nord dont la vie ne ressemblait en rien au monde rapide qu'il allait construire. Richard Kevin Harrison est né le 20 mars 1965 à Lexington en Caroline du Nord. À l'âge de 8 ans, il a commencé à souffrir de graves crises d'épilepsie. Il ne s'agissait pas d'épisodes occasionnels, mais d'épisodes fréquents débilitants et qui l'isolaient. Pendant de longues périodes, il était confiné à son lit. Il ne pouvait pas aller à l'école, ni jouer dehors, ni vivre le genre de vie que la plupart des enfants considèrent comme acquis. Au lieu de cela, son monde se réduisait à une chambre calme, une pile de livres et les longues heures entre les épisodes. Des années plus tard, il décrirait cette période avec une simplicité absolue. Il ne pouvait pas marcher, ni aller à l'école, ni faire grand-chose d'autre que lire. Et c'est ce qu'il a fait, sans relâche. Ses livres sont devenus plus qu'un moyen de passer le temps, ils sont devenus sa base. Ils gravitent autour de l'histoire, des histoires d'empires, de transactions de fortune, faites et perdues de stratégies, qui ont façonné le monde. Sans s'en rendre compte, il entraîne son esprit à penser différemment, à analyser, à calculer, à décomposer les choses en valeur et en risque. Lorsque ses crises d'épilepsie sont enfin maîtrisées, il a déjà développé l'état d'esprit qui définira son avenir. Il ne pense pas seulement comme un étudiant, il pense comme un homme d'affaires. Cet état d'esprit s'est prolongé pendant son adolescence d'une manière qui était loin d'être conventionnelle. Rick a quitté le lycée en 10e année non pas par échec, mais parce qu'il gagnait déjà beaucoup d'argent par ses propres moyens. À 15 ans seulement, il gagnait environ 2000 $ par semaine en vendant des sacs Gucci contrefaits. À 16 ans, il était devenu père. Une responsabilité qui, de son propre aveu, l'a forcé à grandir rapidement et à laisser derrière lui ce qu'il a décrit plus tard comme sa phase d'insouciance. Son père, Richard Benjamin Harrison, a joué un rôle crucial dans la suite des événements. Vétéran de la marine ayant servi pendant 20 ans, et atteint le grade de quartier-maître de première classe, il a apporté discipline et structure dans la vie de Rick. Après avoir quitté l'armée, il a ouvert un petit magasin d'articles d'occasion sur Las Vegas Boulevard, dans 1981, C'était modeste, à peine 300 pieds carrés, mais c'était un début. Rick a commencé à y travailler à l'âge de 13 ans, apprenant le métier de première main tout en acceptant d'autres emplois, y compris la saisie de voitures la nuit. Ensemble, ils avaient l'intention de transformer cette petite entreprise en un véritable mont de piété.
Mais il y avait un problème qui n'avait rien à voir avec l'effort ou l'ambition. Une loi de 1955 de Las Vegas empêchait la délivrance de nouvelles licences de mont-de-piété jusqu'à ce que la population de la ville atteigne 250 000. C'était un jeu d'attente qui aurait pu décourager n'importe qui d'autre. Mais Rick ne s'est pas laissé abattre. Il a appelé le statisticien de la ville régulièrement, parfois chaque semaine, parfois chaque mois, en suivant la population qui augmentait lentement vers le nombre requis. Année après année, il a attendu. Et puis en 1989, Las Vegas a finalement franchi le seuil. Rick n'avait que 23 ans lorsque lui et sa famille ont obtenu leur licence et ont officiellement ouvert le Gold et Silver Pawn Shop à 713 Las Vegas Boulevard South. Ce qui a commencé comme un petit effort déterminé allait finalement devenir l'un des endroits les plus reconnaissables de la télé-réalité. 2 décennies plus tard, cette transformation s'est achevée, lorsqu'une société de production a découvert Rick derrière le comptoir, en train de faire ce qu'il avait toujours fait, négocier, analyser et défier les clients sur la valeur de leurs objets. Les caméras ont commencé à tourner et le 19,2009, juillet, Pawn Stars a fait sa première apparition sur History Channel. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'émission explose en popularité. À son apogée en 2011, elle a attiré des millions de téléspectateurs par épisode, devenant l'un des programmes les plus populaires de la télévision par câble et atteignant des audiences dans plus de 150 pays. Ce ne sont pas seulement les objets qui ont fait le succès de l'émission, mais aussi son caractère imprévisible. À un moment donné, les téléspectateurs pouvaient se trouver face à un artefact de la guerre d'indépendance et l'instant d'après, face à quelque chose d'aussi simple qu'un objet de collection d'époque ayant une histoire surprenante. Chaque épisode est devenu un mélange d'histoires, de négociations et d'interactions humaines, transformant l'éducation en divertissement d'une manière qui paraissait naturelle et engageante. Rick a bâti sa réputation sur sa capacité à évaluer tout ce qui lui était présenté. Au fil des ans, il a traité des objets extraordinaires, payant des millions pour des documents rares, des artefacts historiques et des objets de collection uniques. Mais pour chaque transaction qui passait à la télévision, il y en avait d'autres qui ne passaient pas, des objets trop compliqués, trop sensibles ou trop risqués pour être montrés. En effet, en coulisses, le secteur du prêt sur gage est beaucoup plus réglementé que la plupart des gens ne le pensent, en particulier au Nevada. Chaque transaction fait l'objet d'une documentation détaillée. Les pièces d'identité sont enregistrées, les descriptions physiques sont notées et les informations sont transmises aux services de police et aux systèmes fédéraux. Les objets doivent souvent être conservés pendant de longues périodes avant de pouvoir être revendus, ce qui crée une trace écrite destinée à empêcher les biens volés de passer à travers les mailles du filet. Ces règles ont une raison d'être. Les prêteurs sur gage sont historiquement des lieux où des biens volés sont rapidement transformés en argent liquide, et le système est conçu pour protéger à la fois les acheteurs et le public. Mais ces mêmes règles signifient également que même les transactions légitimes peuvent devenir compliquées, entraînant parfois des pertes financières ou des risques juridiques qui échappent totalement au contrôle d'un prêteur sur gage. Et c'est ce qui rend l'incident du coffre-fort de 2019 si important. Parce que pour quelqu'un comme Rick Harrison, quelqu'un qui a construit toute une carrière en naviguant dans le risque, en comprenant la valeur et en prenant des décisions calculées, prendre du recul, refuser appeler son avocat avant même de reconnaître ce qu'il regardait, suggère que ce qu'il y avait dans ce coffre-fort n'était pas seulement de la valeur. C'était quelque chose qui dépassait les bornes. Une ligne de démarcation entre les affaires et les conséquences, entre la curiosité et la responsabilité, entre ce que l'on peut posséder et ce que l'on ne peut absolument pas posséder. Il a répondu à toutes les questions habituelles. Tout semblait légitime. Rick les a achetés. Le lendemain, la police s'est présentée au magasin et a saisi les boucles d'oreilles. Les reçus avaient été falsifiés à l'aide d'informations de cartes de crédit volées. L'homme qui les avait vendus a été arrêté. La victime initiale a récupéré son bien, mais Rick Harrison a perdu chaque centime qu'il avait payé. « Oh, je prends le risque », a-t-il dit à NPR. « Il y a 2 ans, j'ai pris un risque pour $40 000 sur une paire de boucles d'oreilles en diamant. C'est le coût des affaires. C'est ainsi que je vois les choses. $40 000. Et Rick ne pouvait rien faire d'autre qu'absorber la perte et aller de l'avant. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas blâmé le système, il a compris que cela faisait partie du travail qu'il avait choisi. Chaque prêteur sur gage sait que quelque part, quelqu'un essaie de transformer des biens volés en argent rapide. La réglementation permet d'attraper la plupart d'entre eux, mais pas tous. Il ne s'agit pas d'un incident isolé.
Entre 2013 et 2014, une femme du nom de Jennifer Beckman s'est rendue à 3 reprises chez Gold et Silver Pawn. Elle a vendu des pièces à chaque fois. Le magasin lui a versé un total de 12 175 $. Ce que Rick ne savait pas, c'est que les pièces avaient été volées à son oncle David Walters. La collection comprenait un 1903 St. Gaudens, 20 $ pièces d'or, et des pièces Morgan en argent du 1880 d'une valeur estimée à 50 000 $. Walters a découvert le vol le novembre 27, 2013. La police a prévenu le magasin le décembre 5, mais à ce moment-là, il était trop tard. Les pièces avaient déjà été fondues. La loi du Nevada exempte les pièces qui ne font pas partie de bijoux de la période de détention standard de 90 jours. Cette faille a coûté à Walter son héritage et à Rick sa réputation avec un client de plus, qui a estimé que le système avait failli à sa tâche. C'est dans ce monde que Rick Harrison travaille. Chaque jour, des personnes franchissent en sa porte avec des objets susceptibles d'être volés. Chaque jour, il doit décider en une fraction de seconde à qui faire confiance et ce qu'il faut acheter. Chaque jour, il risque de perdre des milliers de dollars s'il se trompe. La plupart du temps, les conséquences sont financières, il perd de l'argent. Mais selon des sources familières, avec l'incident du coffre-fort de 2019, cette fois-ci était différente. Le coffre-fort proviendrait d'une vente de succession à Henderson dans le Nevada. Le propriétaire était décédé sans héritier et le contenu de sa maison était liquidé. Parmi les objets se trouvait un vieux coffre-fort au sol fermé par la rouille que personne n'avait réussi à ouvrir. La société immobilière l'a vendu à un ferrailleur pour sa valeur en métal. Ce ferrailleur l'a apporté à Gold and Silver Pawn pensant que Rick le voudrait peut-être pour une séquence de l'émission. Les caméras tournaient lorsqu'un serrurier a commencé à travailler sur le coffre-fort. Ces séquences étaient très appréciées des téléspectateurs. Le mystère de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur, la tension de la révélation. Rick avait déjà réalisé des séquences similaires avec des conteneurs verrouillés et des boîtes scellées. Ce qui s'est passé ensuite, selon les personnes présentes, ne ressemble à rien de ce qu'elles ont pu voir en 10 ans de tournage. Le serrurier a réussi à ouvrir la porte extérieure assez rapidement. À l'intérieur, il y avait une couche de paperasse de vieux dossiers, ce qui ressemblait à des documents juridiques. Rien d'inhabituel pour une propriété, mais ce coffre-fort comportait un compartiment caché. Une deuxième chambre était encastrée dans le mur du fond dissimulé derrière un faux panneau. Le serrurier a déclaré plus tard à ses collègues qu'il n'avait jamais vu une construction pareille. Le coffre-fort avait été modifié sur mesure à un moment donné, peut-être il y a plusieurs dizaines d'années, spécifiquement pour cacher ce qui se trouvait dans cette chambre intérieure. Lorsque le deuxième compartiment s'est ouvert, des sources affirment que l'expression de Rick Harrison a immédiatement changé. Il aurait prononcé une phrase « Arrêtez les caméras », puis quitté le plateau sans un mot de plus. L'équipe est stupéfaite. En 10 ans de tournage, ils ont vu Rick faire face à toutes les situations avec le même comportement calme et analytique. Il a acheté des objets liés à des meurtres. Il a refusé des offres de célébrités. Il a négocié avec des escrocs, des collectionneurs et des veuves éplorées. Pendant tout ce temps, il a gardé le contrôle. Cette fois-ci, c'était différent. Ce qu'il voyait dans ce compartiment passait à travers le personnage de la télévision et atteignait l'homme en dessous. Les producteurs ont continué à filmer pendant quelques minutes avant que quelqu'un de l'équipe de Rick ne couvre physiquement l'objectif. Le contenu exact de ce compartiment n'a jamais été confirmé publiquement, mais la suite en dit long. Rick aurait passé les 3 heures suivantes au téléphone d'abord avec son avocat, puis avec quelqu'un d'autre. Les sources ne savent pas exactement qui, mais les spéculations vont des forces de l'ordre à un enquêteur privé. La société de production a été invitée à supprimer toutes les séquences de la séance. Le ferrailleur qui avait apporté le coffre-fort a été invité à signer des documents supplémentaires. Plus important encore, le coffre-fort et son contenu ne sont jamais apparus dans aucun épisode de Pawn Stars. Dans une émission qui a été diffusée pendant plus de 500 épisodes et qui a présenté toutes sortes de choses, des têtes réduites aux souvenirs nazis, ce qui se trouvait dans ce coffre-fort a été jugé trop sensible, trop compliqué sur le plan juridique ou trop dangereux pour être diffusé. L'explication officielle, selon des personnes familières avec la politique des images de gauche, est que les séquences ne peuvent pas être diffusées si elles risquent d'interférer avec une enquête en cours ou d'exposer des informations privées telles que des documents d'identité, des adresses ou des détails de l'affaire. Cela s'est déjà produit dans d'autres émissions de télé-réalité.
Storage Wars a dû mettre de côté des segments lorsque des unités contenaient des objets liés à des affaires criminelles. American Pickers a refusé de diffuser des épisodes où des questions de provenance ne pouvaient être résolues. Cette politique vise à protéger à la fois la société de production et les personnes impliquées. Mais ce qui rend l'incident du coffre-fort de 2019 différent, selon les sources, c'est la réaction de Rick Harrison. Il s'agit d'un homme qui a acheté des objets liés à certains des moments les plus sensibles de l'histoire américaine. Il possède un sabre de samouraï de 1490. Il possède un plan de bataille original d'Iwo Jima. Il a un jour sérieusement envisagé d'acheter la Ford Bronco blanche d'O.J. Simpson avant de décider qu'elle lui donnait un mauvais moral. Rick Harrison ne se laisse pas facilement ébranler. Il a tout vu, tout acheté, et il est célèbre pour sa phrase « On ne sait jamais ce qui va passer par cette porte ». Qu'est-ce qui a franchi cette porte dans 2019 pour le glacer? Les théories des personnes liées à l'émission varient considérablement. Certains pensent que le coffre contenait des objets liés à un crime non résolu des bijoux, ou des effets personnels correspondant aux descriptions des dossiers d'affaires classés. Cela expliquerait la consultation juridique immédiate et le blackout médiatique complet. D'autres supposent qu'il contenait des documents liés à des figures du crime organisées du passé de Las Vegas. Henderson est proche de zones où l'activité de la mafia était autrefois courante, et les ventes de succession font parfois apparaître des documents que les familles préféraient garder cachés. Une troisième théorie suggère que le contenu était précieux, mais qu'il était accompagné de documents indiquant un vol, une fraude ou un litige successoral contesté qui n'avait pas encore été réglé. Dans ce cas, l'achat ou même la possession des objets aurait pu engager la responsabilité de Rick Harrison. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'approche de Rick Harrison vis-à-vis de l'entreprise a changé après 2019, Selon les employés qui en ont parlé, le magasin a mis en place des exigences plus strictes en matière de provenance pour certaines catégories d'objets. De nouvelles règles d'admission ont été établies pour les conteneurs scellés et les coffres forts. Une politique de non-exception a été mise en place pour toute situation où les documents ne concordent pas, quelle que soit la valeur de l'objet. Les changements n'ont pas été rendus publics. Il n'y a pas eu d'annonce, mais les personnes qui font affaire avec Gold et Silver Pawn ont remarqué que Rick était devenu plus prudent, plus enclin à renoncer à des affaires qui l'auraient enthousiasmé les années précédentes. Rick Harrison a utilisé une phrase dans des douzaines d'interviews. « Si cela ne rapporte pas d'argent, cela n'a pas de sens. » C'est cette philosophie qui a bâti son empire. 3 décennies d'achats à bas prix et de ventes à prix élevés. Des centaines de millions de dollars de transactions payantes. Une émission de télévision qui a fait de lui l'un des visages les plus connus du commerce de détail américain. Mais une autre philosophie est apparue après l'incident du coffre-fort. Rick ne l'a pas dit aussi directement, mais les gens autour de lui l'ont observé. Parfois, la meilleure affaire est celle que l'on ne fait pas. Rick a perdu 40 000 $ sur ses boucles d'oreilles en diamant. Il a perdu sa réputation auprès de David Walters lorsque les pièces ont été fondues. Il a essuyé d'innombrables pertes moins importantes au fil des ans lorsque des objets se sont avérés être volés faux ou problématiques sur le plan juridique. À chaque fois, il a dit la même chose. C'est le coût des affaires. Mais à un moment donné, ces coûts deviennent plus que des coûts financiers, ils deviennent des coûts de réputation. Ils deviennent légaux et constituent le genre de problème qu'aucune somme d'argent ne peut résoudre. Rick a toujours compris que son entreprise repose sur la confiance. Les gens lui apportant leurs objets de famille, leurs bijoux hérités, les médailles de guerre de leur grand-père. Ils lui font confiance pour leur donner un prix juste et pour traiter ces objets avec respect. Un scandale, un gros titre sur des biens volés ou des transactions douteuses, et cette confiance s'évapore. Quoi qu'il y ait eu dans ce coffre en 2019, Rick Harrison l'a regardé et a fait un calcul. Pas pour le profit, pas pour l'audimat, pour le risque, pour l'héritage, pour savoir si un objet, quelle que soit sa valeur, valait ce qu'il pouvait lui coûter. Richard Holman Harrison est mort le 25 2018 juin, quelques mois avant l'incident du coffre-fort. Il avait 77 ans. Bien qu'il ait gardé ce diagnostic secret jusqu'à la fin, il n'avait pas pris de congé de maladie depuis 1994. Dans la série, il jouait le patriarche grincheux qui remettait en question toutes les décisions de son fils et de son petit-fils. Hors caméra, il était de la fondation sur laquelle reposait l'entreprise, sa discipline de marine, son honnêteté, têtu, son refus absolu de couper les coins ronds ou de nuire à la vérité. Rick a écrit sur Instagram « Il était mon héros ».
et j'ai eu la chance d'avoir un vieil homme très cool comme père. Le vieil homme avait construit l'entreprise sur un principe simple. Votre parole et votre engagement. Dans le secteur du prêt sur gage, où chaque transaction est un pari sur l'honnêteté humaine, la réputation est primordiale. Une mauvaise affaire, un scandale, un moment d'inattention et des décennies de confiance peuvent s'évaporer. Rick a appris cette leçon très tôt. Il l'a renforcée après chaque objet volé qui lui a coûté de l'argent. Et selon les personnes qui le connaissent, il s'en est souvenu lorsqu'il a regardé dans le coffre-fort et a vu ce qu'il a vu. La chose la plus précieuse dans le coffre n'était pas ce qu'il contenait. Une source aurait dit à un collègue que c'était ce qu'il prouvait à propos de Rick. Cela prouvait que même après 3 décennies et un demi-milliard de dollars de transactions, Rick Harrison comprenait toujours que sa réputation valait plus que n'importe quel trésor. Il a prouvé que l'homme qui dit qu'on ne sait jamais ce qui va passer par cette porte, c'est aussi qu'en fermer cette porte et s'en aller. En janvier 2024, Rick Harrison a subi la pire perte de sa vie. Son fils Adam est mort à l'âge de 39 ans d'une overdose de fentanyl et de méthamphétamine. Dans une interview accordée à Graham Bensinger l'année suivante, Rick a dit simplement qu'il n'y avait rien de pire. L'homme qui a tout vu, tout acheté, tout négocié, se retrouve face à quelque chose qu'aucune somme d'argent ou d'expertise ne peut réparer. Et à ce moment-là, le coffre-fort et ses secrets ont probablement semblé très petits en effet. Corey Harrison a quitté l'émission en 2025, Il avait 41 ans et il a dit aux journalistes « Je ne peux pas jouer une autre saison de 41 ans en faisant semblant d'être 23, ». Il a déménagé au Mexique pour ouvrir un restaurant. L'homme qui travaillait dans ce magasin depuis l'âge de 9 ans, qui avait exigé une participation dans l'entreprise et s'était battu pour avoir sa place à la table, a finalement décidé qu'il était temps de construire quelque chose de son côté. Chumlee est resté animant un podcast avec Rick appelé Pawn Stars After Dark. L'homme que tout le monde pensait être l'idiot du village s'est avéré être le plus résilient d'entre eux. Il avait survécu à l'arrestation, à la toxicomanie, à la transformation de son corps et de sa vie. Et il était toujours là, il faisait toujours partie de la famille, lorsque les caméras ont cessé de tourner. L'émission elle-même a été interrompue pour une durée indéterminée. Une époque s'achevait. La famille, qui avait bâti un empire sur Las Vegas Boulevard, se dispersait. Et quelque part dans un entrepôt ou une armoire à preuves, ou peut-être dans le sol, un coffre-fort renfermait des secrets qui ne seront probablement jamais révélés. Les gens se demandent parfois ce qui différencie Pawn Stars d'autres émissions de télé-réalité. La réponse est Rick Harrison. Il ne s'agit pas d'un acteur jouant un personnage, mais d'un homme qui a abandonné le lycée pour vendre de faux sacs à main, qui est devenu père lors de la saisie et qui a passé des années à appeler chaque semaine un statisticien de la ville pour obtenir l'autorisation d'ouvrir un magasin de prêt sur gage. C'est quelqu'un qui a été trompé-volé et à qui l'on a menti des milliers de fois et qui revient quand même au travail tous les matins. Il a un jour refusé la Ford Bronco blanche d'O.J. Simpson parce qu'elle lui donnait un mauvais pressentiment. Il a laissé partir un costume George Washington de 3 millions de dollars parce qu'il ne pouvait pas satisfaire le prix du vendeur. Il possède dans sa collection personnelle des objets qu'il ne vendra jamais, quel qu'en soit le prix des médailles olympiques, une épée de samouraï de 1490, et un bracelet viking de 1200 d'âge. « Je lis un livre tous les soirs », a-t-il dit un jour. « Je suis vraiment cet intello. Cet intello a construit quelque chose qui a duré. Il a employé des dizaines de personnes. Il a diverti des millions de téléspectateurs. Il a transformé un magasin d'occasion de 300 pieds carrés en l'un des points de vente les plus célèbres au monde. Et lorsqu'un coffre-fort rouillé l'a mis devant le choix entre le profit et le principe, il a choisi le principe. C'est du moins ce que croient les personnes présentes sur place. La vérité sur cette journée de 2019 ne sera peut-être jamais totalement connue. Les images ont été supprimées. Les participants ont signé des accords. Rick Harrison ne parle pas. Il nous reste l'histoire d'un homme d'une entreprise et de la frontière qui sépare un accord d'un désastre. Rick Harrison a toujours dit que les objets les plus rares sont les plus chers. Mais après l'incident du coffre-fort, ses proches ont remarqué autre chose. Les trouvailles les plus rares sont aussi les plus lourdes de conséquences. Certains trésors ne valent pas la peine d'être possédés. Certains secrets sont mieux enterrés. Le magasin situé à 7113. Las Vegas Boulevard South est plus calme aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années de pointe. Rick Harrison, âgé de 60 ans, a vu plus de choses que la plupart des gens n'en voient en 3 vies. Il a vu des fortunes se faire et se défaire.
Il a vu son père mourir, son fils mourir, sa famille se disperser. Il a vu s'ouvrir un coffre-fort qui l'a poussé à cesser de parler et à commencer à réfléchir à ce qui compte vraiment. On ne sait jamais ce qui va passer par cette porte, dit-il toujours. Mais parfois, ce qui passe par cette porte vous apprend quelque chose que vous ne pensiez pas apprendre. Parfois, l'objet qui change tout n'est pas celui que vous achetez, c'est celui que l'on abandonne.